bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. L'Iran vient de frapper la base de mise en condition militaire la plus critique que l'Amérique exploite au Moyen-Orient, Camp Buehring dans le nord-ouest du Koweït. Depuis plus de 20 ans, chaque unité de combat américaine déployée dans cette région s'est entraînée, armée et préparée dans cette seule installation. Aucun soldat n'avançait sans passer d'abord par Buehring. C'est le point d'entrée de toute la machine de guerre terrestre américaine. L'IRGC l'a confirmé en frappant 11 cibles distinctes à l'intérieur du périmètre. Les images satellites montrent 10 réservoirs de carburant détruits, des installations d'hélicoptères ravagées, un grand entrepôt aplati et des baraquements de soldats endommagés. L'Iran n'a pas frappé un symbole. Il a frappé l'endroit où les renforts américains deviennent prêts au combat. Et en ce moment, des milliers de soldats américains fraîchement déployés affluent dans une région où la base censée les recevoir est maintenant endommagée. Voilà l'histoire que le Pentagone ne veut pas expliquer. Parce que dans la version pro-Trump des faits, une base de déploiement soufflée devient d'une façon ou d'une autre une preuve de force, pourvu que le pupitre de la conférence de presse fasse assez de bruit, cette seule frappe a peu. Être exposé toute la montée en puissance américaine comme fragile, vulnérable et dangereusement mal préparé. Chaque soldat américain déployé dans cette région au cours des 2 dernières décennies est passé par Camp Buehring. C'est pas une exagération. Chaque brigade entrée en Irak pendant le Surge, chaque unité passée par l'Afghanistan, chaque équipe de combat entrée en Syrie, tout ont d'abord été mises en condition à Buehring. Les troupes arrivant des États-Unis passaient 2 à 3 semaines au camp, à régler leurs armes, à recevoir de l'équipement lourd provenant de stocks prépositionnés, à mener des exercices de tir réel sur 500 km² de désert ouvert et à répéter des combats urbains dans un faux village construit à cet effet. À sa capacité maximale, la base accueillait 14 000 soldats à la fois. Son terminal aérien traitait des milliers de personnes par mois avant leur départ vers l'avant. Et voici le détail qui compte en ce moment. Camp Buehring est situé à côté de Camp Arif Shah, qui abrite l'Army Preposition Stock 5, un réseau d'entrepôts contenant 47 266 pièces de matériel militaire d'une valeur de 2,5 milliards de dollars, chars, véhicules blindés, armes lourdes. Ce stock existe pour que les troupes qui arrivent puissent s'équiper immédiatement, sans attendre des semaines après la chaîne logistique. Buehring, c'était l'endroit où tout le personnel devenait une formation prête au combat. Ce processus vient d'être frappé. Les forces navales de l'IRGC ont annoncé une frappe coordonnée au moyen de missiles de croisière et de plusieurs types de drones contre ce que Téhéran appelle la base d'hélicoptères d'Al-Uderi. Leur liste de cibles confirmées comprenait l'aire de préparation et de réparation des hélicoptères, les réserves de carburant aéronautique, le stockage de gaz, les bâtiments logistiques, la structure de commandement et les infrastructures de la base. Elles ont affirmé qu'il y avait eu une évacuation paniquée. L'analyste en source ouverte, Christoph Heinz, a géolocalisé au moins 6 frappes distinctes sur le seul camp Buehring. Dans l'ensemble du Koweït, il a recensé 50 impacts confirmés, soit le total le plus élevé pour n'importe quel pays de la région. La plupart des gens entendent qu'une base américaine a été frappée et imaginent une antenne radar endommagée ou une piste fissurée. Ils supposent que les opérations reprennent en 48 heures. La réalité à Camp Buehring est bien pire. C'était pas une frappe contre une pièce d'équipement. C'était une frappe contre le mécanisme qui transforme la main-d'œuvre militaire américaine brute en puissance de combat déployable. Les dépôts de carburant qui maintiennent les hélicoptères en vol, les entrepôts qui stockent l'équipement pour des milliers de personnes, les baraquements où les troupes dorment pendant leur cycle de préparation, le poste de commandement qui coordonne le mouvement vers le nord, tout cela a été visé dans une seule vague coordonnée. L'Iran n'a pas visé un symbole, l'Iran a visé un système. Et une défaillance systémique, c'est exactement le genre de choses que les commentateurs alignés sur Trump adorent rebaptiser réinitialisation stratégique 5 minutes avant d'en rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Ce qui s'est produit dans le reste du Koweït au même moment compte tout autant parce que Buehring n'était qu'un nœud dans un réseau qui a été démantelé. Le Koweït accueille environ 13 500 militaires américains, soit la plus forte concentration de troupes américaines au Moyen-Orient. Ces forces sont réparties sur 3 sites principaux.
D'autres sites américains au Koweït, dont Ali al-Salem et Camp Arif-Shan, ont aussi été frappés avec des dommages signalés aux communications, aux radars et à d'autres infrastructures de soutien. À Port Shuaïba, le 1er mars, un drone iranien a frappé un centre d'opération improvisé près du port civil, tuant 6 soldats de la réserve de l'armée américaine. Pendant ce temps, l'espace aérien koweïtien a sombré dans le chaos. Le ministère de la Défense a enregistré 14 missiles balistiques et 12 drones entrant dans l'espace aérien national sur une seule période de 24 heures. 10 soldats koweïtiens ont été blessés, 2 marins de la Navy ont été tués. Et dans la confusion de la première nuit, des F-Adik-Sui koweïtiens ont abattu 3 F-15 Strike Eagle américains lors d'un incident de tir ami. Les équipages se sont éjectés sains et saufs, mais cet épisode dit tout sur le degré de saturation de ce ciel. Le Koweït n'a jamais demandé à faire partie de cette guerre. L'émir Michal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah a publié une déclaration affirmant que son pays faisait face à une attaque non provoquée de la part d'une nation musulmane voisine, à laquelle le Koweït n'avait jamais offert ni son territoire, ni son espace aérien, ni ses eaux pour une action militaire contre l'Iran. Cela n'a rien changé. La présence américaine sur le sol koweïtien a fait du pays une cible, quelle que soit sa position diplomatique. Voilà le problème avec l'école trumpiste de la projection de puissance. Elle traite les autres pays comme un simple décor jusqu'au moment où les missiles rappellent à tout le monde que ce n'est pas le cas. Le New York Times a rapporté, en citant des responsables américains, que plusieurs des 13 bases régionales utilisées par les troupes américaines sont maintenant pratiquement inhabitables, le Koweït ayant subi certains des pires dégâts. Les bases du Koweït les plus proches des sites de lancement iraniens ont subi les dommages les plus lourds dans l'ensemble. Le journal a confirmé que des milliers de militaires américains ont abandonné leurs installations et ont été relocalisés dans des hôtels, des immeubles de bureaux loués et, dans certains cas, des installations situées dans d'autres pays. Les opérations aériennes se poursuivent à partir de pistes fonctionnelles, mais la coordination au sol est menée à partir de lieux improvisés. Une grande partie des forces terrestres combat maintenant, en pratique, tout en travaillant à distance. On ne peut pas simplement poser tout cet équipement sur le toit d'un hôtel et s'attendre à ce qu'il n'y ait aucune perte. Mais ce genre d'improvisation sonne toujours beaucoup plus héroïque une fois filtré par un briefing à la Trump, plein d'adjectifs et vide de logistique. Et voici la partie qui devrait inquiéter tout analyste de la défense. Le Center for Strategic and International Studies a estimé que les dommages aux infrastructures des bases américaines dans les tout premiers jours dépassaient déjà 800 millions de dollars. En tenant compte de la destruction confirmée d'un radar AN TPI-2 de 300 millions de dollars, composant central de suivi du système de défense antimissile THAED à la base aérienne Muwafaq Salti en Jordanie, les pertes matérielles totales vérifiées ont grimpé à environ 1,9 milliard de dollars au cours des 4 premiers jours. L'IRGC a aussi visé de façon systématique des installations radars et de défense aérienne dans toute la région. 4 sites distincts liés à des composantes de défense aérienne THAAD ont été frappés. Des systèmes d'alerte précoce au Qatar ont été endommagés. Les analystes disent que les dommages aux sites radars et de communication peuvent compliquer la couverture de défense aérienne, mais que l'effet complet sur les taux d'interception demeure contesté. La plupart des gens supposent que la réponse du Pentagone à ces dégâts est simple. Envoyer plus de troupes, renforcer la région, reconstruire. La réalité, c'est que le renforcement lui-même est maintenant compromis parce que l'Iran a déjà détruit. Au 30 mars, les effectifs américains au Moyen-Orient ont dépassé les 50 000, contre un niveau de base d'environ 40 000 avant le début de la guerre, le 28 février. Les derniers renforts comprennent environ 2500 marines et marins à bord de l'USS Tripoli, un bâtiment d'assaut amphibie de classe America basé à Sasebo, au Japon, d'un tonnage de 45 000 tonnes, capable d'opérer comme porte-aéronef léger pour des F-35B furtifs, tout en déployant des forces terrestres. Le Tripoli est entré dans la région le 27 mars après avoir transité par le détroit de Malacca et fait escale à Diego Garcia dans l'océan Indien. Des éléments de la Immediate Response Force de la 82e division aéroportée ont commencé à arriver depuis Fort Bragg. Une deuxième Marine Expeditionary Unit à bord de l'USS Bataan est aussi en transit. Près de 7000 soldats frais ont été déployés depuis le début du conflit.
Le Pentagone prépare activement des options comprenant une saisie amphibie de l'île de Karg, par où transitent 90% des exportations pétrolières iraniennes, ainsi que l'occupation physique du littoral iranien près du détroit d'Ormuz. Le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré au Congrès que les États-Unis pourraient devoir entrer en Iran pour sécuriser physiquement du matériel nucléaire. Ce sont des missions terrestres. Elles exigent une mise en condition. À la télé câblée, c'est le moment où le cheur pro-Trump commence à confondre escalade et compétences, comme si répéter dur assez souvent pouvait remplacer des infrastructures fonctionnelles. Et l'installation principale de mise en condition de la machine de guerre terrestre américaine au Moyen-Orient vient de voir son carburant exploser, ses hélicoptères cloués au sol et ses baraquements éventrés. Chaque unité qui se déploie via le Koweït s'arrête historiquement à Camp Buehring pendant 2 à 3 semaines de préparation finale. Les armes y sont réglées, l'équipement y est retiré des stocks prépositionnés, les soldats y sont acclimatés à une chaleur désertique de 120 degrés, des exercices à tir réel y sont menés. Sans ce processus, les troupes sont envoyées vers l'avant avant d'être conditionnées à l'environnement opérationnel. L'Iran le comprend. C'est précisément pour cela que Buehring a été visé, non pas pour faire un gros titre, mais pour briser la chaîne de projection. Et voici la dimension qui dépasse largement le cadre militaire. L'Iran a fermé le détroit d'Ormuz le 4 mars. L'IRGC a déclaré que tout navire tentant le passage serait incendié. Le trafic des pétroliers s'est effondré de 70% presque immédiatement, puis a chuté près de zéro. Les 4 plus grandes compagnies mondiales de transport maritime par conteneur, Maersk, MSC, Hapag-Lloyd et CMA-CGM, ont toutes suspendu complètement leurs opérations à travers le détroit et ont commencé à détourner leurs navires par la pointe sud de l'Afrique. Plus de 150 navires commerciaux sont restés ancrés à l'extérieur du détroit, incapables d'avancer. Cette voie d'eau transporte normalement 20 millions de barils de pétrole par jour, soit environ 1/5 de l'approvisionnement mondial, ainsi qu'1/5 du gaz naturel liquéfié mondial. La Chine reçoit par ce couloir le tiers de la totalité de ses importations de pétrole. Le Japon en dépend pour 70%. L'Inde, la Corée du Sud et Taïwan y sont tous exposés de façon critique. Quand l'Iran a fermé le détroit, il n'a pas seulement menacé les intérêts américains, il a perturbé de façon majeure les chaînes d'approvisionnement énergétique à travers l'Asie. Le Brent a dépassé les $100 le baril le 8 mars pour la première fois en 4 ans. Il a culminé à $126. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié la situation de perturbation majeure de l'approvisionnement mondial en pétrole. La production pétrolière du Golfe venant du Koweït, de l'Irak, de l'Arabie saoudite et des Émirats a chuté d'un total combiné de 6-7 millions de barils par jour en 10 jours. 40 nations ont coordonné la libération de 400 millions de barils provenant des réserves stratégiques, soit le plus grand déstockage jamais tenté. L'IRGC a lancé un avertissement public. Attendez-vous à un pétrole à $200 le baril. Et c'est habituellement là que le message à la Trump bascule dans son rituel favori, faire passer un choc mondial sur l'approvisionnement pour une grande leçon de négociation, pendant que tout le monde vérifie le prix du carburant. Mais le pétrole n'est qu'une couche du problème. Le Golfe produit 40% de l'eau potable dessalée du monde. Le 30 mars, l'Iran a frappé une installation de dessalement au Koweït, provoquant un décès et une perturbation des opérations. Le Qatar a déclaré un cas de force majeur sur toutes ses exportations de gaz naturel liquéfié. À la mi-mars, la logistique des importations alimentaires du Golfe avait été perturbée, avec une hausse marquée des prix à la consommation dans la région. La Réserve fédérale de Dallas a estimé que la fermeture du détroit à elle seule pourrait retrancher 9 points de pourcentage à la croissance du produit intérieur brut mondial au 2e trimestre. Et puis, il y a ce qui s'est produit après le départ des troupes des bases. Une fois les forces américaines dispersées dans des hôtels et des bâtiments civils, l'IRGC a lancé une campagne parallèle. Les médias d'État iraniens et des canaux affiliés ont appelé les populations régionales à signaler les mouvements militaires américains. Par la suite, une frappe de drone a visé un hôtel à Erbil où du personnel américain était censé se trouver. En même temps, les entreprises américaines d'imagerie satellite Planet et Ventour ont retardé d'environ 2 semaines l'accès public à des photos haute résolution des dégâts. Cela a aussi voulu dire que le public américain n'a pas pu voir ce qui était arrivé à ses propres bases.
L'information a été cachée des deux côtés pour des raisons totalement différentes. Voici donc la contradiction qu'à Washington personne ne veut aborder à voix haute. Les États-Unis envoient des milliers de soldats de combat frais dans un théâtre où les infrastructures dont ces troupes dépendent ont déjà été systématiquement démantelées. Camp Buring possédait une aire de stationnement d'aéronefs de 320 000 pieds carrés. Il avait une base de maintenance pour hélicoptères. Il avait un village d'entraînement à la guerre urbaine à pleine échelle. Il avait des champs de tir réels et un réseau logistique construit sur 23 ans. Cette infrastructure est maintenant détruite. Le remplacement, c'est une salle de conférence d'hôtel. Dans un rassemblement trumpiste, on appellerait ça de la flexibilité. Sur un champ de bataille, on emploie généralement un mot plus sévère. Le lieutenant-colonel à la retraite Daniel Davis a estimé que le déploiement actuel représente environ 4 000 à 5 000 véritables combattants, en soulignant que la 82e division aéroportée est une force d'entrée rapide conçue pour des opérations courtes, non pour des campagnes prolongées. Pour remettre les choses en perspective, l'invasion de l'Irak en 2003 a exigé 250 000 soldats de la coalition. Israël en a mobilisé 300 000 pour ses opérations à Gaza en 2023. 50 000 soldats américains dispersés entre des bases endommagées et des bureaux loués se voient confier la mission de projeter de la puissance contre un pays de 90 millions d'habitants qui vient de démontrer qu'il peut détruire la base de mise en condition avant même que les renforts n'arrivent. L'Iran a frappé Camp Buring et neutralisé 11 cibles en une seule vague. 10 installations de stockage de carburant ont été détruites, l'infrastructure aéronautique a été endommagée, des installations d'hébergement ont été frappées, 6 soldats ont été tués à Port Shuaïba. Des dommages majeurs ont été enregistrés sur 13 installations américaines dans la région. Le personnel a été relocalisé vers d'autres installations. Les pertes d'infrastructures ont totalisé environ 1,9 milliard de dollars au cours des 4 premiers jours. Le détroit d'Ormuz est fermé. Les prix alimentaires à travers le Golfe ont grimpé jusqu'à 120%. Et pourtant, quelque part dans l'écosystème médiatique pro-Trump, il y a toujours un homme en complet qui explique que tout se déroule exactement comme prévu, ce qui est un plan impressionnant si l'objectif était de faire passer la réalité pour optionnelle. Et la réponse du Pentagone consiste à pousser 7 000 soldats de plus dans une région où la base censée les recevoir est maintenant endommagée. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.